Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on a vu Asteroid City, le film très attendu de Wes Anderson qui était présenté en compétition. Alors le film va raconter l'histoire d'une petite ville dans un désert qui s'appelle Asteroid City. On y arrive par le biais de la famille de Jason Schwartzman, enfin du personnage qui est incarné par Jason Schwartzman qui est photographe de guerre et qui se retrouve là après une panne de sa voiture. Il y a aussi une convention d'astronomie qui a lieu dans cette ville où des enfants vont être récompensés pour leurs inventions un petit peu farfelues. Et il faut savoir que ce qu'on est en train de voir, en fait, l'espèce de petite chronique comme ça, sur ce petit village, est en fait une pièce de théâtre qui est mise en scène par le personnage, qui est écrite par le personnage qui est joué par Edward Norton, si je ne me trompe pas. Il y a beaucoup d'acteurs, hein, donc on va peut-être faire quelques erreurs factuelles concernant l'interprétation. Mais voilà, on va avoir une mise en abîme et un processus de mise en abîme, un peu comme on l'avait dans French Dispatch à partir du journal, donc le French Dispatch du dernier film de Wes Anderson, qui était aussi en compétition à Cannes. C'était il y a 2 ans. Marin, alors moi j'avais pas été complètement convaincu ni emporté par French Dispatch. Toi, il me semble un peu plus, voire beaucoup plus. Voilà, qu'est-ce que tu penses de ce film-ci, du film d'après French Dispatch? Oui, c'est vrai que j'adorais The French Dispatch. À vrai dire, j'adore Wes Anderson en général. Je crois qu'il n'y a que L'île aux chiens que je n'aime pas trop. Mais sinon, voilà, c'est vraiment un cinéaste qui compte pour moi depuis l'adolescence. Et contrairement à Correda, dont on parlait il y a quelques jours, c'est resté. Mais aussi parce que voilà, ces films continuent à être bons. Ouais, voilà. Après The French Dispatch, enfin, disons-le plutôt comme ça, était pour moi une sorte d'aboutissement de la vélocité andersonienne, de la mécanique devenue complètement folle, qui consistait à créer un film autour, c'était d'ailleurs explicité dans le segment avec Timothée Chalamet et Lina Kudry au détour d'un manifeste, je me souviens que Lina Kudry reprochait à Timothée Chalamet que le manifeste qu'il avait écrit, le manifeste politique qu'il avait écrit, n'était fait que d'alinéas, d'appendices, de notes de bas-page, etc. Et en fait, ça répondait un peu à la structure même du film. Et là, et voilà. Et je me disais, mais c'est pas possible. Wes Anderson est allé au bout après ce film aussi fluide, aussi véloce, voilà, que The French Dispatch. Et après, qu'est-ce qu'il peut faire après? Et quand on a appris que Wes Anderson tournait dans le désert espagnol, je me suis dit, il va faire un western, c'est logique. Après être allé au bout, il revient aux origines. Et finalement, pas tellement. Asteroid City est un film assez logique qui vient après The French Dispatch et qui reprend justement cette structure en alinéa, en note de bas de page, toujours des parenthèses. C'est d'ailleurs assez marrant, il n'y a que dans les films de Wes Anderson dont on voit des parenthèses dans les sous-titres, parce qu'il n'y a pas de choix quelque part, même dans les dialogues qui vont à une vitesse de screwball comédie complètement folle, il y a toujours aussi des appendices. Enfin voilà, c'est comme une espèce de mise en abîme perpétuelle du récit, et c'est devenu au final le sujet principal de Wes Anderson, la mise en boîte d'un récit. Donc là c'est le cas avec cette pièce de théâtre au début, et puis cette nouveauté. Il y a quand même ce retour aux origines, à savoir que le film commence ensuite, le deuxième début, c'est quand même sur le dos d'un train, donc voilà, il y a quand même quelque chose qui remonte aux origines du cinéma, mais la nouveauté, et du coup je me permets de dire qu'on va légèrement spoiler si jamais il y a des gens qui veulent se protéger avant la sortie du film, et qui est dans pas très longtemps, c'est que pour la première fois Wes Anderson opère une incursion dans le genre et dans la science-fiction, au détour d'une apparition qui arrive à la fin du premier tiers du film, et qui est une apparition que je trouve absolument incroyable, une scène de jamais vue, très drôle, extrêmement bien découpé, mais je crois que tu voulais en parler un peu, justement, dans le détail. Moi, j'ai fait partie des peu convaincus, disons, par le dernier film. J'avais l'impression quand même que cette accumulation, elle débouchait sur quelque chose qui était un peu figé. Là, je sais que t'es pas d'accord avec moi, mais sur ce film-ci, en fait, quelque part, on reprend quand même, on recommence un petit peu sur ce mode-là, quand même. Ça reste, on reste dans la continuité, et surtout que le principe un petit peu aussi de petit village, en fait, où on va passer de bungalow en bungalow dans une tente. Moi, au début, m'a pas du tout convaincu. Oui, c'est un peu le Grand Budapest
Budapest Hotel version camping. Voilà, c'est ça. Et je me dis, le casting est tellement énorme, on l'a pas précisé, mais c'est complètement délirant, que quelque part les acteurs se marchent un peu dessus, que les scènes comme ça ont du mal à prendre pied, à l'exception peut-être de l'arrivée aussi dans le village, que je trouve assez réussi, avec un panoramique qui fait le tour un petit peu de tout le décor. Oui, c'est un plan séquence ce qui est assez rare chez Wes Anderson, effectivement, où au lieu de découper l'espace, ouais. De surdécouper avec des plans extrêmement formés, ils permettent de faire des panoramiques, mais qui évidemment s'arrêtent quand même toujours sur des plans fixes très, très nets. Puis ça vient annoncer un petit peu la circularité de ce cratère en fait, autour duquel le film va tourner, où prend place donc cette scène que tu évoques, de l'apparition donc d'un alien qui est joué, on l'apprend un peu plus tard, par Jeff Goldblum, un petit peu qui reprend un peu son rôle de la mouche, quoi. Il est un petit peu courbé, c'est un peu une créature comme ça qui vient de nulle part. Et ce qui est intéressant, parce que tu parlais de mise en boîte, ce qui est un peu amusant dans le film, et c'est là qu'on sent aussi que le film est un peu lucide vis-à-vis de ce qu'il veut faire, c'est que les personnages, avant de voir l'apparition de l'alien, en fait se mettent des boîtes sur leur tête. Donc on se dit, tiens, voilà, on va avoir un emboîtement encore une fois assez clair des personnages qui regardent pas vers l'extérieur. D'ailleurs, il y a quelques répliques qui mentionnent ça. Un moment, quand il parlait dans la mise en abîme, en fait, on dit, pour jouer cette pièce de théâtre, vous devez partir de l'extérieur pour aller vers l'intérieur. Et pour moi, ça c'est un petit peu le nœud aussi du cinéma de Wes Anderson, cette question du monde clos, du monde fermé, sachant que la plupart du film, en fait, le village est en quarantaine. Voilà, donc on a une sorte de confinement comme ça qui est mis en place. Et il y a cette apparition qui, moi, vient briser précisément ça, en fait, cette logique comme ça d'enfermement, d'emboîtement. C'est-à-dire que donc ils mettent leur tête dans une boîte en carton, ils doivent regarder dans un petit trou avec un reflet et ils voient qu'il y a une lumière un peu verte qui apparaît à côté, des étoiles. Et la lumière se rapproche comme ça et puis petit à petit vient complètement encercler la scène. Et c'est un truc assez beau. La couleur change, donc la créature a un design, je vais pas trop en dévoiler non plus, assez particulier, qui dénote un petit peu avec le reste du film. Il y a un pur jeu de rythme. Pour la première fois, peut-être pour la seule fois du film, on a vraiment une scène silencieuse, quasiment du début à la fin, parce que c'est un film très bavard en fait. Et donc là, comme ça, on a une respiration d'un coup qui, là, je me suis dit quand même, là, je commence à aimer le film vraiment à partir de ces scènes-là, quoi, qui est un pivot en fait dans le film. Oui, c'est vraiment de l'horlogerie en fait cette scène. D'ailleurs, il y a des gros plans qui s'intéressent à des mécanismes très précis, comme c'était le cas d'ailleurs au début avec la voiture de Jason Schwartzman qui a un problème. Et autour de ça, effectivement, le film, mine de rien, apparaît quand même, malgré sa folie narrative, un peu plus resserré que The French Dispatch, qui était quand même constitué de segments ils sont pas hermétiques les uns aux autres. Alors qu'ici, voilà, Jason Schwartzman est quand même un personnage principal. Donc déjà, ça fait plaisir de retrouver Jason Schwartzman en acteur principal chez Wes Anderson 30 ans après Rushmore, qui est un film que j'adore aussi. J'ai eu une révélation aussi pendant le film. Je me suis dit, mais en fait, tous les films de Wes Anderson sont un peu des mélodrames cachés. Puisque sous l'irrévérence, sous la farce, le goût du burlesque, des petites installations à la Tati, en fait, il y a toujours des histoires d'orphelins, de pères disparus. Ça m'a fait penser à cette réplique de deuil. Ça m'a fait penser à cette réplique magnifique de La vie aquatique, où Owen Wilson demande à Bill Murray, qui est son père, mais pourquoi tu n'as jamais essayé de me contacter? Et Bill Murray répond parce que je déteste les pères et je n'ai jamais voulu en être un. Il y a comme ça une espèce d'intelligence mélodramatique des répliques de Wes Anderson qui en fait parcourt tous ces films où il va y avoir des scènes qui vont commencer un peu sur un ton léger, etc. Et puis d'un coup ça va basculer. Parce qu'on l'a pas précisé, excuse-moi de te couper, que les personnages, donc la famille de Jason Schwartzman est endeuillée, sa femme est morte. Oui, voilà, en bout de c'est le deuil central du film. Josué Morel nous disait à la sortie de la séance que le cratère en fait figurait un peu le tombeau de la mère, puisque la famille transporte le joli petit Tupperware, évidemment on est chez Wes Anderson, qui contient les cendres de la mère et qui les petites filles un peu chippy n'arrêtent pas d'essayer de l'enterrer dans une tombe qui ressemble un peu au cratère de la météorite. Donc le trajet du film est assez clair, c'est le trajet d'un deuil, mais qui nous est dit justement assez rapidement qu'il sera impossible. Et il y a comme ça des espèces c'est jamais le moment en fait. Ouais. C'est ça qu'on dit, et j'ai remarqué que cette mécanique se faisait souvent d'une même manière, à savoir que les scènes commencent donc avec des plans vraiment typiques de Wes Anderson, surchargés avec beaucoup de surcadrage et voilà, comme toujours. Et au moment où un personnage va dire un peu une réplique plus
plus émouvante, plus vraie quelque part, il va y avoir comme un zoom et d'un coup leur visage va se retrouver en plein cadre ou avec juste le ciel derrière par exemple, et comme privé un peu de ces atours classiques qu'on peut parfois parodier à outrance. Oui, et puis moi je mettrais quand même une petite réserve parce que je crois qu'on arrive déjà à la fin de cette vidéo. La seule réserve que j'aurais, ce serait notamment sur certaines scènes qui justement n'ont pas ce petit supplément d'âme en fait qui vient un petit peu casser la logique un petit peu du film. Je pense notamment aux premières apparitions d'Edward Norton en metteur en scène, enfin en dramaturge plutôt, parce qu'il y a aussi un metteur en scène qui est Adrien Brody, il me semble, qui là pour le coup me semble être un petit peu. On attend en fait que quelque chose comme ça se décroche. Ça vient plus tard dans le film en fait. Ça qui est intéressant, c'est que le film prépare un petit peu, avance ses pions petit à petit, puis quand ça avance c'est pas forcément toujours passionnant au début. Et puis je dirais aussi que voilà, il y a ce moment aussi assez intéressant où en fait on a une sortie de mise en abîme, je dirais, c'est-à-dire qu'il y a un personnage qui sort de la pièce, qui sort de la boîte précisément, et on se dit ah là c'est intéressant, il y a un personnage qui va sortir de la boîte. Ça accouche d'une scène assez magnifique de mélodrame justement avec Margot Robbie, avec deux personnages qui peuvent pas s'atteindre en fait mais qui se comprennent, enfin voilà, il y a quelque chose comme ça d'assez beau là-dessus. Et puis après on a une dernière comme ça, Wes Anderson surenchérit encore sur cette séquence là, et moi à mon sens ça retombe un petit peu comme un soufflet à ce moment là, et c'est pour ça que je suis un peu resté sur ma fin quand même si le film m'a assez convaincu. C'est qu'il y a certains moments où j'aurais aimé que le film sorte encore plus de sa boîte quoi, justement. Oui, c'est la limite un peu de la mécanique extrêmement bien huilée, c'est que parfois dans l'intérieur de scène il y a quelque chose qui ne prend pas forcément, et ce qui est drôle avec la scène de Margot Robbie que tu évoques, elle est très belle, je l'aime beaucoup, et elle est présentée par les personnages eux-mêmes comme une scène coupée, puisque voilà, c'est encore une mise en abîme, c'est une scène qui aurait dû être dans la pièce mais qui a été coupée, et il y a voilà comme une sorte de fausse pudeur andersonienne a toujours relégué, c'était pareil avec le cuisinier de la dernière partie de French Dispatch, de garder les moments bouleversants pour des scènes qui auraient pu ne pas être dans le film alors qu'en fait c'est les plus belles. Évidemment lui il se garde bien de les placer au bon endroit pour obtenir l'effet voulu, mais voilà, je pense que ça peut s'arrêter là. Note de fin de vidéo, on va dire ça comme ça, donc une bonne surprise pour les personnes moins convaincues par moi, et puis quelque part la continuité pour les Andersoniens fidèles comme toi. Merci encore de nous avoir regardés, puis on dit à demain pour une nouvelle vidéo.